Bienvenue à cette exploration des documents qu'on a reçus. Aujourd'hui, on plonge dans une question assez vertigineuse, on pourrait dire. Est-ce que le moi qui est là en train d'écouter existe vraiment comme on le ressent? Ou est-ce que c'est plutôt une sorte d'illusion super bien ficelée par notre cerveau? C'est une bonne question. C'est déstabilisant comme idée, hein? Oui, un peu, mais c'est ce que suggèrent pas mal de penseurs et même des découvertes sur le cerveau, d'après ce qu'on a lu ensemble. Exactement. On va regarder ça de plus près en pigeant dans des textes de philo, de Descartes jusqu'à des gens plus récents comme Daniel Dennett, puis on va jeter un œil aussi sur ce que les neurosciences nous disent, le fameux réseau du mode par défaut, les expériences sur les cerveaux séparés, tout ça. L'idée, c'est de décortiquer ça pour voir ce que ça implique concrètement. C'est une question qui touche vraiment au cœur de notre expérience, là. Qui suis-je? Qu'est-ce que ça veut dire être moi? Puis les textes qu'on a ici, ils nous offrent des pistes fascinantes, parfois même un peu troublantes, c'est vrai. Mhm. On va voyager de la philo classique occidentale jusqu'aux neurosciences de pointe, puis même faire des petits détours par des échos de tradition orientale. Le but, c'est pas d'arriver avec la réponse définitive, là, Non, c'est clair. mais plutôt de tisser ensemble ces différentes perspectives pour essayer de mieux comprendre cette énigme qu'est le soi. Parfait. Alors, commençons par le commencement ou presque. Descartes, 17e siècle, son fameux « je pense, donc je suis », cogito ergo sum, on s'en souvient tous de nos cours de philo, j'imagine. Ouais. Il cherchait une certitude absolue, quelque chose dont il pourrait vraiment pas douter. Il a même imaginé un malin génie, un genre de démon super puissant qui pourrait le tromper sur absolument tout. Exactement. Les sens, le monde extérieur, même son propre corps. C'est ça. Mais Descartes arrive à un point où il se dit « OK, même si ce génie me trompe sur tout, pour être trompé, il faut bien que j'existe, moi qui pense être trompé. Le simple fait de douter, de penser, ça prouve mon existence en tant que chose pensante, une res cogitans. OK. Pour lui, c'était comme le roc, là, la fondation sur laquelle il pouvait bâtir toute sa connaissance. OK, ça a l'air solide comme point de départ. À première vue, en tout cas. Oui, mais ça n'a pas pris de temps avant que les critiques arrivent. Assez vite, on lui a demandé pourquoi dire « je pense ». Est-ce que ça serait pas plus juste ou plus prudent de dire simplement « il y a de la pensée qui se passe ». Ah, C'est un peu comme si Descartes, il mettait déjà le « je » dans sa conclusion alors qu'il essayait justement de le prouver. je vois le problème. C'est subtil. Puis plus tard, Nietzsche va vraiment enfoncer le clou. Il va dire que ce jeu, ça pourrait bien être juste une vieille habitude de langage, une fiction utile parce que nos phrases, elles ont besoin d'un sujet. T'sais. La question qui reste, c'est est-ce que le jeu est vraiment prouvé par le simple fait de penser ou est-ce qu'il est juste présupposé? Intéressant. Ça ouvre une brèche, c'est clair. Puis ça m'amène à David Hume, un autre philosophe, un peu plus tard, au 18e siècle. Lui, il propose une expérience toute simple. Regardez en vous-même vraiment attentivement, puis essayez de trouver ce fameux « moi ». Oui, l'introspection radicale. Et Hume dit, en gros, chaque fois que je tente l'expérience, je tombe toujours sur une perception particulière. De la chaleur, du froid, de la lumière, une émotion, mais jamais je ne trouve ce moi tout seul sans aucune perception. C'est vrai, quand on essaie, on trouve toujours quelque chose, une pensée, une sensation. Exactement, il dit « Je n'observe jamais rien d'autre que ces perceptions qui changent tout le temps. » Alors pour Hume, si on ne trouve que des perceptions qui passent, comme des flashs, où est le moi stable et permanent dans tout ça? Mais pour lui, il n'y en a pas. C'est sa fameuse théorie du faisceau Bundle Theory. L'esprit, ce serait juste une collection, un paquet, un faisceau de perceptions qui défilent super vite, comme les images d'un film. OK. Il n'y a pas d'écran fixe derrière, puis il n'y a pas de spectateur unique et permanent dans la salle de cinéma. C'est un peu comme l'analogie de la rivière d'Héraclite, tu sais? Ah oui, on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau. C'est ça, mais on l'appelle quand même toujours la même rivière. Ou pense à un album photo. Chaque photo est différente, mais on raconte l'histoire d'une même personne. Comment? Grâce à la mémoire puis au lien de cause à effet qu'on fait entre les images. Pour Hume, c'est ça, la mémoire et notre tendance à voir des causes et des effets, ça crée cette impression, cette illusion d'un moi continu. Donc déjà au 18e siècle, on avait cette idée assez radicale que le moi serait une sorte de construction basée sur le flux de nos expériences et sur notre mémoire. Tout à fait. Puis Nietzsche, dont on parlait tout à l'heure, il va encore plus loin, un siècle plus tard. Lui, il attaque l'idée même du « je pense ». Il dit quelque chose comme
Une pensée arrive quand elle veut, pas quand je veux. Ah ouais, c'est fort ça. Pour lui, dire que c'est je qui décide de penser, c'est une simplification, peut-être même juste une erreur liée à la grammaire de nos langues. Il suggère qu'on devrait plutôt dire « ça pense », un peu comme on dit « il pleut ». Ça pense. C'est spécial comme tournure? Ça voudrait dire quoi concrètement? Qu'il n'y a personne aux commandes? C'est un peu ça l'idée. Nietzsche imagine le moi non pas comme un capitaine de navire unique et cohérent, mais plutôt comme une sorte de comité, ou même une arène où plein de voix différentes, nos pulsions, nos désirs, nos idées, essaient de prendre le dessus, sont en lutte constante. Un comité intérieur, j'aime l'image. Puis ce qu'on appelle « je », ce serait juste le résultat temporaire de cette lutte interne, ou peut-être la voix qui réussit à parler le plus fort à un moment donné. Il parle d'une structure sociale de nombreuses âmes. L'idée d'un chef unique et parfaitement maître de lui-même, ça serait une fiction utile, certes, mais une fiction quand même. D'accord, OK. On voit bien comment la philosophie commence à sérieusement ébranler cette idée d'un moi solide, monolithique. Et si on se rapproche de nous, comment les penseurs contemporains ils abordaient ça? Tu parlais de Daniel Dennett. Cognitif. Il propose une analogie que je trouve personnellement très, très parlante. Le moi comme centre de gravité narratif. Centre de gravité narratif. OK, explique. Ben, pense au centre de gravité d'un objet physique. Mettons une chaise. C'est un point abstrait, tu sais. Il n'existe pas matériellement, on ne peut pas le toucher. Non, c'est un calcul, une abstraction. C'est ça, mais c'est un concept super utile pour comprendre comment la chaise va bouger, comment elle tient en équilibre pour prédire son comportement. D'accord. Utile, mais pas une chose réelle en soi. Précisément. Ben, Dennett dit que le moi, c'est un peu pareil. C'est une abstraction qu'on construit, notamment à travers les histoires, les récits qu'on se raconte sur nous-mêmes. Notre cerveau, selon lui, génère constamment plein de fragments d'informations, de pensées, d'intentions en parallèle. Il appelle ça le modèle des brouillons multiples, Multiple Drafts Model. Des brouillons multiples. OK. Puis notre conscience, ou plutôt notre processus narratif, tisse ensuite une histoire à peu près cohérente à partir de tout ce chaos, avec le moi comme personnage principal. Mais attention, il insiste, il n'y a pas d'auteur central unique, pas de chef d'orchestre dans le cerveau qui dirigerait tout ça. Pas de théâtre cartésien avec un spectateur au centre. Exactement. Il rejette cette idée. Le moi, c'est une fiction utile qui nous aide à naviguer dans le monde, à interagir avec les autres, à planifier l'avenir, à nous attribuer une responsabilité. Donc, le « moi » serait le héros ou l'héroïne de l'histoire que mon propre cerveau se raconte sur lui-même. C'est une image assez wow! C'est un peu ça. Une autre image qu'il utilise, c'est celle de l'interface utilisateur d'un ordinateur. Les icônes sur ton bureau, les dossiers, les menus. Tout ça simplifie énormément la complexité incroyable des circuits électroniques, des lignes de code en dessous. Oui, heureusement. Ben, notre sentiment d'avoir un moi unifié, cohérent, ça serait une sorte d'interface simplifiée pour notre propre cerveau, une illusion d'utilisateur qui nous permet d'agir efficacement sans avoir à connaître tous les détails neuronaux complexes. Une illusion d'utilisateur. Wow! OK. Et est-ce que cette idée d'un moi, disons, moins solide, voire illusoire, on la retrouve ailleurs que dans la philosophie occidentale? Ah, absolument. C'est même une idée centrale dans le bouddhisme, par exemple, avec le concept d'anatta. Ça date de 2500 ans, là. Anatta, ça veut dire quoi? Ça se traduit souvent par non-soi ou absence de soi permanent et indépendant. L'idée de base, c'est que s'accrocher à la croyance en un moi fixe, séparé, c'est la source principale de notre souffrance, parce qu'on s'attache à quelque chose qui, fondamentalement, n'est qu'un processus en changement constant. Dans cette vision, la personne est vue comme une combinaison temporaire de différents éléments qu'ils appellent les 5 agrégats, le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience. Tout ça en interaction constante, mais sans propriétaire permanent derrière. C'est fascinant de voir ce parallèle entre une sagesse très ancienne et des idées philosophiques ou scientifiques très modernes. C'est vrai. Et on peut aussi penser à des philosophes plus récents comme Derek Parfit, qui a exploré ça avec des expériences de pensée assez déjantées, on pourrait dire. Ah oui. Comme quoi? Ben, imagine un téléporteur genre Star Trek. Il te scanne de la tête aux pieds, enregistre toute l'information sur toi, puis il détruit ton corps ici,
et envoie l'info sur Mars où une machine recrée une copie parfaite, atome pour atome, avec tous tes souvenirs, ta personnalité. OK. La copie sur Mars, est-ce que c'est encore moi? C'est la question. Parfit utilise ça pour nous faire réfléchir à ce qui compte vraiment dans notre identité. Est-ce que c'est d'être numériquement la même personne ou est-ce que c'est plutôt la continuité psychologique, les souvenirs, le caractère, les projets, les liens entre les états mentaux? Parfit penche pour la deuxième option. Ce qui compte, c'est la continuité de l'histoire, en quelque sorte. Il trouvait même cette idée plutôt libératrice. Moins d'angoisse face à la mort, peut-être, si ce qui importe, c'est que ma vie continue sous une forme psychologiquement connectée, même si ce n'est pas moi numériquement. Il disait se sentir plus proche des autres. Ça donne à réfléchir sur ce qu'on valorise dans notre propre identité. Et il y a aussi Thomas Metzinger, un autre contemporain, qui, lui, il va pas par quatre chemins, si j'ai bien compris. Ah non, Metzinger est très direct. Sa phrase choc, c'est « Personne n'a jamais été ou eu un moi ». Carrément. Wow! Pour lui, ce qu'on appelle « moi », c'est le contenu d'un modèle que notre cerveau crée pour se représenter lui-même et son interaction avec le monde. Le problème, c'est que ce modèle est transparent. C'est comme regarder le monde à travers des lunettes sans réaliser qu'on porte des lunettes. On ne voit pas le modèle en tant que modèle, on le prend pour la réalité directe du soi. Comme l'illusion de la main en caoutchouc. Exactement. C'est un excellent exemple qu'il utilise souvent. Dans cette expérience, on cache la vraie main d'une personne et on place une fausse main en caoutchouc bien en vue. Si on caresse simultanément la vraie main cachée et la fausse main visible, après un certain temps, la personne commence à ressentir la caresse sur la fausse main et même à ressentir la fausse main comme étant la sienne. C'est fou. Ça montre bien que ce sentiment très intime d'appartenance, ceci est mon corps, mes sensations, est une construction active du cerveau et qu'elle peut être, disons, piratée. OK, l'expérience de la main en caoutchouc, ça c'est frappant. Ça montre bien que même le sentiment de posséder son propre corps peut être manipulé. Bon, la philo sème le doute depuis longtemps, mais qu'est-ce que le cerveau lui-même nous révèle là-dessus? Est-ce qu'on finit par trouver une sorte de centre de commande du moi quelque part dans nos neurones? C'est là que ça devient super intéressant avec les neurosciences modernes. La réponse courte, c'est non. On n'a pas trouvé de siège du moi unique. Pas de petite zone cérébrale qui serait le moi. Pas de petit manicule dans la tête. Non, pas de ça. Par contre, on a identifié des réseaux cérébrales qui sont clairement et fortement impliqués dans tout ce qui touche au soi, à la pensée sur soi-même. Le plus connu, c'est le réseau du mode par défaut, le DMN. Le DMN, oui. On en entend parler de plus en plus. C'est quoi exactement? C'est un ensemble de régions cérébrales qui sont interconnectées et qui, assez curieusement, sont plus actives quand on ne fait rien de particulier, quand on n'est pas concentré sur une tâche externe. C'est quand on laisse notre esprit vagabonder, quand on pense à nous-mêmes, à nos souvenirs, à nos projets pour le futur, ou quand on essaie d'imaginer ce que les autres pensent de nous. Donc, quand on est dans notre petite bulle en train de rêvasser ou de ressasser nos affaires, c'est ce réseau-là qui s'active. En grande partie, oui. Et plusieurs chercheurs, comme Vinod Menon, que les sources citent, pensent que ce DMN est absolument crucial pour construire notre histoire personnelle, notre récit autobiographique. Ça colle vraiment bien avec l'idée de Dennett d'un centre de gravité narratif, tu vois. Ah oui, le lien est clair. Les preuves s'accumulent. On voit que ce réseau fonctionne différemment chez les personnes qui souffrent de dépression ou de la maladie d'Alzheimer, des conditions où le sens de soi est souvent profondément perturbé. À l'inverse, des pratiques comme la méditation de pleine conscience, qui visent souvent à observer les pensées sans y identifier, à calmer ce moi pensant, semblent réduire l'activité de ce réseau DMN. Ou non, les split brain, ça nous apprend quoi sur l'unité du moi, ça? Ah oui, les travaux pionniers de Roger Sperry et Michael Gazzaniga. C'est absolument fascinant et ça a vraiment bousculé notre compréhension. Chez ces patients, on a coupé chirurgicalement le corps calleux, qui est le gros câble de fibres nerveuses qui relie les deux hémisphères du cerveau. On faisait ça, à l'époque, pour traiter des cas d'épilepsie très sévères. Et la conséquence, c'est que les deux moitiés du cerveau ne peuvent plus communiquer directement entre elles. C'est exactement ça. Du coup, on peut leur présenter une information visuelle ou tactile à un seul hémisphère à la fois, sans que l'autre soit au courant. Et qu'est-ce qui se passe alors? Donne-nous un exemple. Oh,
un exemple classique, OK? On montre une image, mettons une cuillère, très brièvement dans le champ visuel gauche du patient. L'information va donc uniquement à l'hémisphère droit. D'accord. Maintenant, on demande au patient ce qu'il a vu. Comme le langage est principalement contrôlé par l'hémisphère gauche, chez la plupart des gens, et que cet hémisphère n'a rien vu, la personne va répondre « j'ai rien vu ». Logique. Mais Mais, si on lui demande ensuite de choisir avec sa main gauche, qui est contrôlée par l'hémisphère droit, celui qui a vu la cuillère, l'objet correspondant parmi plusieurs objets cachés derrière un écran, la main gauche va attraper la cuillère sans hésiter. bon. Donc, une partie du cerveau sait, mais ne peut pas le dire, et l'autre partie parle, mais ne sait pas. C'est un peu ça. Et le plus fou, c'est ce qui se passe si on demande ensuite au patient, donc à son hémisphère gauche qui parle, « Pourquoi avez-vous pris la cuillère? » Qu'est-ce qu'il répond? Il ne va pas dire « je sais pas ». L'hémisphère gauche, qui n'a pas vu l'image de la cuillère, mais qui voit la main gauche tenir une cuillère, va inventer une explication plausible. Il pourrait dire quelque chose comme « j'ai dû voir quelque chose qui m'a fait penser qu'il y avait peut-être de la soupe à manger. Il invente une histoire, c'est ça, » C'est la ça. confabulation. Exactement. Gazzaniga appelle l'hémisphère gauche l'interprète. C'est comme si cette partie de notre cerveau avait un besoin irrépressible de créer un récit cohérent, de donner un sens à nos actions et à nos perceptions, même quitte à inventer des raisons a posteriori quand il manque d'informations. C'est incroyable. Donc, une partie de notre cerveau peut littéralement inventer des raisons pour justifier ce que l'autre partie a fait, sans même qu'on s'en rende compte consciemment. Ça remet sérieusement en question l'idée d'un moi unifié, transparent à lui-même et maître de ses actions. Tout à fait. Ça suggère fortement que notre sentiment d'unité et de cohérence narrative est peut-être quelque chose que notre cerveau construit activement et pas toujours sur la base d'informations complètes ou exactes. Ça montre aussi que la conscience elle-même peut, dans une certaine mesure, être divisée ou fragmentée. Et on imagine bien aussi le rôle crucial de la mémoire et du langage dans tout ça. Si notre histoire personnelle, notre sentiment de continuité dépend de notre mémoire, mais que la mémoire, comme on le sait maintenant, n'est pas si fiable que ça, C'est un point absolument clé. La recherche en psychologie cognitive, depuis les travaux de Frédéric Bartlett dans les années 1930 sur la mémoire des histoires jusqu'aux travaux d'Elizabeth Loftus sur les faux souvenirs, a très bien montré que la mémoire n'est pas du tout comme un enregistrement vidéo fidèle qu'on rejoue. non, c'est pas ça pantoute. C'est reconstructif. Chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, on le reconstruit activement et cette reconstruction est influencée par notre état d'esprit actuel, nos connaissances actuelles, nos attentes, ce qu'on nous a dit ou suggéré depuis l'événement original. On peut même implanter de faux souvenirs assez détaillés chez les gens, c'est prouvé. C'est troublant. Alors, si notre sentiment d'être la même personne à travers le temps repose sur une mémoire qui change, qui se déforme, qui peut même inventer des choses, qu'est-ce qui assure vraiment cette continuité du moi? C'est une excellente question et il n'y a pas de réponse simple. Ça suggère que la continuité est peut-être moins une affaire de faits objectifs et immuables qu'une affaire de récits qu'on maintient et qu'on met à jour constamment. La confabulation dont on parlait avec les cerveaux divisés, c'est aussi ça à plus petite échelle. Combler les trous de mémoire avec des histoires plausibles pour que le récit général de notre vie tienne à peu près debout. On y croit sincèrement en plus. Et le langage, c'est l'outil parfait pour ça, j'imagine. Exactement. Le langage est l'outil principal pour tisser ce récit. Il y a même une approche en psychologie qu'on appelle la théorie de l'identité narrative. L'idée, c'est qu'on se construit en tant que personne à travers les histoires qu'on développe et qu'on intériorise sur notre propre vie. Ces histoires donnent un sentiment d'unité et de direction à nos expériences qui sont souvent assez fragmentées et parfois contradictoires. On est les auteurs et les personnages principaux de notre propre bio, qui change tout le temps. C'est une bonne façon de le voir. Il y a cette autre idée qui vient des sciences cognitives et qui est de plus en plus discutée, celle du cerveau comme une sorte de machine à prédiction. Ça joue un rôle là-dedans aussi. Oui, c'est une idée très influente en ce moment. L'approche du traitement prédictif, predictive processing, ou du cerveau bayésien suggère que notre cerveau ne fait pas que recevoir passivement des informations qui viennent de nos sens. Au contraire, il passerait son temps à prédire activement ce qui va se passer ensuite, à générer des hypothèses sur le monde et sur notre corps. Il anticipe constamment. Constamment.
Et ce qu'on perçoit consciemment, ce serait moins la réalité brute telle qu'elle est que la meilleure hypothèse de notre cerveau sur les causes de ces signaux sensoriels. Une hypothèse qui est constamment mise à jour en fonction des erreurs de prédiction, la différence entre ce qu'il attendait et ce qu'il reçoit. Donc, on vit dans une sorte de réalité virtuelle contrôlée, générée par notre propre cerveau, basée sur ses meilleures prédictions. C'est une façon un peu forte de le dire, mais ça capture une partie de l'idée, oui. Et ça renforce encore l'idée que notre expérience subjective, y compris l'expérience de soi, n'est pas une lecture directe du monde ou de nous-mêmes, mais bien une construction active, une interprétation. Ça nous amène naturellement à l'idée de la conscience, et peut-être du soi, comme une propriété émergente. Émergente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, émergent? L'émergence, c'est un concept assez fondamental en science. C'est quand un système complexe, composé de plein d'éléments simples en interaction, acquiert des propriétés nouvelles et souvent surprenantes que ses composants individuels n'ont pas du tout. OK. Donne un exemple. Pense à l'humidité ou la fluidité de l'eau. Une seule molécule d'eau, H2O, toute seule, elle n'est pas mouillée ou liquide. L'humidité, la liquidité, ce sont des propriétés qui émergent seulement quand il y a un très grand nombre de molécules d'eau qui interagissent entre elles d'une certaine façon. Je vois. Ou comme une fourmilière. Une fourmi seule, c'est pas très intelligent, mais la colonie peut faire des choses complexes. Excellent exemple. Ou une symphonie. La beauté, l'émotion, la structure complexe de la musique jouée par un orchestre, ça émerge de l'interaction coordonnée de tous les instruments. Ce n'est pas dans la trompette seule ou le violon seul. D'accord. De la même manière, la conscience et peut-être ce sentiment d'être un moi n'habiterait pas dans un neurone spécifique, ni même dans une petite région du cerveau. Ça émergerait de l'activité incroyablement complexe, dynamique et interconnectée de milliards de neurones qui s'échangent des informations constamment. D'accord, c'est une perspective fascinante. Ça évite de chercher un endroit précis pour le moi, une chose qu'on pourrait trouver. Exactement. C'est plus un processus, une propriété dynamique du système. Des théories scientifiques actuelles, comme la théorie de l'information intégrée TIT de Tononi ou celle de l'espace de travail neuronal global Global Workspace Theory de Bears et DAN, essaient justement de comprendre comment cette émergence pourrait se produire, comment l'information est traitée, intégrée et diffusée dans le cerveau pour donner lieu à notre expérience subjective unifiée. Mais on est encore loin d'avoir toutes les réponses, c'est clair. Bon, OK. Si on essaie de rassembler un peu les morceaux de tout ce qu'on vient de discuter, que ce soit en regardant du côté de la philosophie, depuis Hume et Nietzsche jusqu'à Dennett et Metzinger, ou en regardant du côté des neurosciences plus récentes avec le DMN, les cerveaux divisés, la mémoire reconstructive, il semble y avoir une convergence assez étonnante, non? Oui, c'est frappant. Une convergence, mais une idée qui va pas mal à l'encontre de notre intuition la plus profonde. Ce moi qu'on ressent comme si solide, si continu, si évident, celui qui est aux commandes, il serait en fait une construction, une sorte de récit utile, une interface fonctionnelle, une illusion d'utilisateur peut-être, tissée par notre cerveau, notre mémoire changeante et le langage qu'on utilise pour se raconter. C'est pas mal ça, la conclusion vers laquelle pointent beaucoup de ces travaux, oui. C'est une idée qui peut sembler vraiment troublante au début, c'est sûr, mais qui est aussi, pour certains penseurs comme Parfait ou peut-être dans la tradition bouddhiste, assez libératrice. Libératrice, comment ça? Si le moi est moins une entité fixe et lourde à porter, et plus un processus flexible, une histoire en cours, ça peut alléger le poids du passé, l'angoisse du futur, la pression d'être quelqu'un de parfaitement cohérent. Mais ça nous laisse avec un paradoxe assez fondamental que plusieurs sources soulèvent d'ailleurs. Lequel? Si le moi est une illusion, une construction, alors qui ou quoi est-ce qui fait l'expérience de cette illusion? Qui est conscient d'être une construction? À qui l'illusion apparaît-elle? Ouf! Oui, c'est la question $1 million, comme on dit. Si tout est illusion, qui est l'illusionné? On n'a pas la réponse facile à ça, évidemment. Non! Et c'est peut-être ça le plus intéressant, finalement. Ce genre de questions nous force à réexaminer notre propre expérience directe d'une manière différente, peut-être avec un peu plus de curiosité, un peu plus d'ouverture et un peu moins de certitude sur qui nous pensons être, au fond. Tout à fait. Alors, au lieu de conclure avec une réponse toute faite qu'on n'a pas, peut-être qu'on peut laisser une question en suspens pour la réflexion.
Une question inspirée par tout ça, par Parfit, par le Bouddha, par cette idée de récit. Oui. Si notre sentiment d'être une personne continue, une personne qui traîne son passé comme un boulet parfois, et qui anticipe son avenir avec angoisse, si ce sentiment est en partie une histoire qu'on se raconte, une construction de notre esprit, est-ce que réaliser ça, même juste un peu, ça pourrait changer quelque chose à la façon dont on vit nos regrets ou nos peurs? Est-ce que ça pourrait peut-être alléger un peu le poids de cette histoire qu'on se croit obligé de porter? C'est une très belle question pour terminer. Une piste de réflexion qui vaut certainement la peine d'être explorée par chacun, chacune. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette discussion en profondeur. Merci pour votre écoute.